Ah, les maisons et intérieurs parfaits de magazines et de Pinterest. Ça m'a toujours fait rêver. Je pourrais flâner durant des heures devant ces clichés si alléchants. C'est grand, c'est beau, c'est élégant, c'est lumineux, mais bon, ça reste des photos. Ajoute-y des enfants et un brin de quotidien et je doute que tout soit toujours aussi parfait. Moi, je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, une famille nombreuse, un mari aimant qui sait tout faire, ou presque, un travail que j'adore, une maison, un Airbnb et un ranch à faire tourner. Passer mes journées à astiquer le sol et faire briller une argenterie que je n'ai pas, ce n'est donc pas vraiment ce à quoi je passe mes journées. Bienvenue chez nous, on a 4 enfants, des animaux, un peu de boulot et une grande maison pour accueillir toute cette vie. Sauf que voilà, j'aime malgré tout avoir une maison ordonnée, lumineuse et qui sente le propre. Une maison qu'il me tarde de retrouver quand je n'y suis pas, un lieu dans lequel je puisse me sentir apaisée. J'ai très tôt remarqué que si mon extérieur est en désordre, je me sens tout aussi désordonnée à l'intérieur, personnellement. J'ai donc très tôt dévoré des tonnes de bouquins, des vidéos, des podcasts sur le sujet ces 15 dernières années. J'avais donc envie de vous partager aujourd'hui les 10 habitudes nordiques et asiatiques adaptées à une vie de famille pour avoir une maison toujours propre et organisée que j'ai retenue et adaptée, sans être nécessairement minimaliste. Alors sans plus tarder, c'est parti. L'habitude numéro 1 nous vient d'Asie. Elle est connue sous le nom de la règle des 3 secondes. Si quelque chose me prend moins de 3 secondes à faire, je le fais immédiatement. Cette règle m'a changé la vie, littéralement. Quand je l'ai lue la première fois, j'ai ri, mais ri, car pour moi, c'était honnêtement n'importe quoi. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire ça dans l'instant T, puisque de toute façon, ça ne prenait que 3 secondes, donc je pourrais parfaitement le faire plus tard, ça ne me prendrait pas particulièrement de temps. Mais bon, j'étais joueuse et je suis du genre à aimer tester plein de nouvelles choses, et j'ai quand même décidé d'essayer. Et à chaque fois que je touchais quelque chose, que ce soit un tube de crème ou la boîte de pansement pour soigner un bobo 10 fois par jour, je m'efforçais de la remettre à sa place. À la fin de la première journée, je n'en revenais pas à quel point je me sentais bien, car j'avais plus à passer derrière moi-même pour remettre une pince dans le pot, un élastique dans le tiroir, une chaussure dans le panier. En gros, je touche, je range. Tu bois ton lait ? Le lait ? Avec le miel ? La seconde règle ou habitude consiste à ne plus avoir de doublons. Lorsque l'on fait l'inventaire de ce que l'on a, on se rend vite compte qu'on a des doublons et parfois même bien plus que ça. Dans la culture japonaise, éviter les doublons d'objets est un principe profondément lié à la sobriété, au respect des ressources et à la clarté mentale, plutôt qu'à une simple logique de minimalisme moderne. En fait, ça correspond plus ou moins à ce que j'avais identifié chez moi et dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Quand j'ai trop autour de moi qui prend trop de place, je ne me sens plus à ma place et j'ai vraiment l'impression d'avoir un espèce de brouillard mental qui m'empêche de voir et de réfléchir. Eh bien, c'est exactement ça. Posséder plusieurs objets identiques pour une même fonction est traditionnellement perçu comme un déséquilibre. Cela occupe inutilement l'espace, dilue l'attention et crée une forme de gaspillage. Ce principe s'inscrit dans Seri, qui veut dire le tri, et Motanai, qui signifie le regret du gaspillage. C'est un concept moral ancien qui exprime le respect dû aux objets et à leur utilité pleine et juste. En psychologie environnementale, la multiplication d'objets redondants augmente la charge cognitive. Le cerveau doit choisir entre plusieurs options inutiles, ce qui génère une fatigue décisionnelle et un stress latent, dont on pourrait largement se passer. Ainsi, au Japon, ne pas avoir de doublons vise à maintenir un environnement lisible, fonctionnel et mentalement apaisant, où chaque objet a une raison d'être claire, une place précise et une valeur reconnue, qui est une condition essentielle à l'harmonie entre l'espace, l'esprit et le quotidien. Tu montes, hop, et après tu redescends tout droit et hop, la petite queue, tu vois ? Mais regarde, ça en fait un poisson. Non, je veux pas des poissons, je veux des ailes. Allez. Après, je pourrais en faire un. Oui, mais tu t'appliques bien sur la dernière ligne, s'il te plaît, d'accord ? Par rapport à l'exemple qu'on te donne ici. Très bien. Habitude numéro 3, chaque chose a une place définie. Je me suis rendu compte du bienfait d'avoir des espaces définis pour chaque chose lorsque nous avions emménagé dans notre appartement de Saint-Lambert au Québec au début de l'année 2016. Simon, notre adorable propriétaire, avait parfaitement saisi ce concept, parmi tant d'autres d'ailleurs. Dans le duplex, chaque chose avait sa place propre, chaque casserole avait son tiroir et il régnait dans cet endroit une douceur et une plénitude qui seraient difficilement descriptibles.
Je vous cache pas qu'une fois qu'on a emménagé dans Liberty, il a été un peu difficile de garder ce fonctionnement, car la place était quand même très limitée. Et vivre à temps plein à 5 et parfois à 6 pendant plusieurs années nous a conduit à charger un peu plus tous les espaces disponibles. Aujourd'hui, D-Day, bon c'est le grand jour. On est en train d'empaqueter tout ce qui reste à empaqueter dans la maison. C'est pas ce qui manque. Hein. Seb a eu le temps de se coiffer ce matin, comme vous voyez. Et moi aussi d'ailleurs. On est super excités et en même temps, je sais pas si on réalise trop. Tu réalises? Moi plus que toi parce que je prévois moins de rendez-vous de sortie sur la semaine avec des amis. Bon ok, ce qu'il dit c'est pas intéressant. Bref, on a vraiment plein de choses à faire aujourd'hui. On est super impatients et super excités. On a encore du pain sur la planche alors je vais vous laisser. Mais maintenant qu'on a réemménagé chez nous, on essaye de prêter attention au fait de trouver une place à chaque chose. Et si on n'y en trouve pas, c'est peut-être qu'elle n'a rien à faire là. Et étonnamment, je trouve que lorsque chaque chose a une place qui lui est définie, c'est comme si elle pouvait s'y installer et trôner fièrement, qu'il s'agisse d'un pot à couvert ou d'un plat à tarte. La 4e habitude est générale, mais elle vient particulièrement du Japon et je vais justement vous expliquer pourquoi. Ne pas entasser. Je pense que c'est peut-être la tâche qui est la plus difficile car on a naturellement tendance à accumuler et qui dit accumulation dit aussi entassement. On lit souvent qu'il est important de laisser respirer la pièce, mais beaucoup moins sur l'importance de laisser respirer l'intérieur des tiroirs, les dessous-lits ou encore les placards. On pense à tort que sous prétexte qu'on ne le voit pas, cela ne nous encombre pas l'esprit. Eh bien c'est faux. Dans la culture japonaise, le fait de ne pas entasser les objets les uns sur les autres est un principe culturel ancien, là encore, à la fois pratique, symbolique et psychologique, qui est étroitement lié aux notions de katazuke, qui signifie le rangement, seri, à nouveau, le tri, et le ma, qui signifie l'espace vide. Traditionnellement, chaque objet doit avoir une place dédiée, visible et accessible, car dans la pensée japonaise, l'entassement est perçu comme une source de désordre mental. Et pour eux, un espace encombré entrave la circulation de l'énergie, de l'attention et du calme intérieur. C'est une idée issue à la fois du bouddhisme zen et du shintoïsme, où l'harmonie passe par la clarté et la simplicité. Et lorsque l'on ouvre un tiroir ou un placard et que la seule chose que l'on voit, c'est un amoncellement de choses, on ne peut pas vraiment dire que ce soit très clair. Je vais pas te porter, viens. Parfois, des fausses fleurs, c'est vraiment canon, je trouve, quand elles sont bien faites. T'en penses quoi, chaton? Je trouve que c'est joli. Je les aime vraiment beaucoup. Je vais demander le prix. Numéro 5, chaque objet que l'on possède nous procure une émotion positive. Voilà un concept parfaitement japonais dont je vous ai déjà parlé par le passé. Je l'avais découvert en 2015 lorsque j'avais dévoré La magie du rangement de Marie Kondo pour la toute première fois. Elle a vraiment popularisé cette idée avec le concept de Spark Joy, autrement dit, ce qui procure de la joie. Muy mucho. Alors ça, c'est un de mes magasins de déco préférés dans lequel j'achète très peu de choses parce que tout est tellement tout le temps cher. J'ai fait un énorme tri dans mes affaires, qu'elles soient personnelles ou pour la maison, faisant une vraie distinction entre le fait d'être là par utilité et non par réel bonheur de m'en servir. Je m'étais aperçue, sans même véritablement avoir cherché à m'en rendre compte, que je n'utilisais quasiment jamais les choses qui ne me procuraient pas d'émotions positives. Que ce soit en cuisine ou dans n'importe quel autre domaine, je trouvais toujours une autre alternative pour utiliser quelque chose que j'aimais vraiment, même si c'était pas initialement prévu pour ça. J'adore ces pots à ustensiles, sauf que ils ne sont pas à vendre. Mais pour le coup, je pense que j'en aurais pris un parce que j'aime vraiment trop et ça permet de centraliser tous les ustensiles. Bon, il est à 50%, je vais le prendre. Bon, les soldes chez Liverpool, c'est pas vraiment des soldes, hein, mais c'est jamais vraiment les vrais prix. Mais tu le trouves comment? Il est très joli. Au centre de la magnifique table faite par papa, on pourra mettre du parfum de fleurs dedans. Parce que ça sent pas du tout. La numéro 6 nous vient tout droit des pays scandinaves. Créer une atmosphère apaisante et chaleureuse grâce à de petits détails. Ce concept est vraiment très commun chez les Japonais, mais encore plus dans les pays nordiques. Un tapis, des lumières douces et chaudes, des plantes, du bois, des matières naturelles en somme. Et des bougies, tout plein de bougies.
Ce sont des éléments qui amènent à l'apaisement, le sentiment de sécurité et de convivialité. Les Danois ont même un mot pour le définir, le hygge. Alors le hygge n'est certes pas défini par la décoration scandinave, mais elle participe à trouver cet équilibre de paix. Le hygge repose en fait sur 5 piliers principaux. Le premier, c'est la simplicité, c'est-à-dire apprécier les choses ordinaires, que ce soit un repas simple, le silence ou encore une lumière douce. Le deuxième pilier, c'est la présence, être pleinement dans le moment présent, sans distraction excessive. Le troisième pilier, c'est la convivialité, les moments partagés avec des proches sans hiérarchie ni performance, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit en couple. Mais la convivialité a une place vraiment importante dans l'équilibre du hygge. Le quatrième pilier, c'est le confort émotionnel, le fait de se sentir en sécurité. Et quoi de mieux que les personnes qu'on aime ou le lieu dans lequel on se sent bien pour se sentir en sécurité. L'abordage. Le cinquième et dernier pilier du hygge, c'est la lenteur, le fait de ralentir volontairement le rythme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, nous les premiers, parce qu'on est vite happé par le quotidien. Mais pourtant, c'est vraiment fondamental. Et ça, les pays nordiques l'ont parfaitement compris et intégré à leur quotidien. J'aime tout particulièrement l'habitude numéro 7, même si, clairement, lorsqu'on est fatigué, que ce soit Seb ou moi, elle nous sort un petit peu par les yeux. Et pour cause, il s'agit de ne jamais aller se coucher dans le désordre. Après une longue et éreintante journée, on ne rêve souvent que d'une seule chose, souffler et se reposer pour mieux repartir le lendemain. Sauf qu'on l'oublie souvent, mais l'expression « comme on fait son lit, on se couche » vaut aussi pour « comme on laisse sa maison, on se lève ». Et se lever le matin dans une maison qui semble avoir vu passer une tornade en pleine nuit n'aide pas vraiment à démarrer la journée de la meilleure des manières. Au Japon, le fait de ne pas se coucher avec une maison en désordre s'inscrit dans la logique du seiketsu, qui veut dire propreté, et de katatsuke, qui signifie rangement et qui sont fortement liés au respect collectif et à l'idée que l'ordre extérieur favorise l'ordre intérieur. Cette vision est renforcée par l'éducation, que ce soit à la maison comme à l'école, par des principes issus du bouddhisme zen, où un espace rangé apaise l'esprit avant le repos. Dans les pays nordiques, la même pratique existe, mais elle repose davantage sur le bien-être émotionnel et mental. Ranger le soir permet de clore la journée, de réduire la charge mentale et de créer un environnement propice au calme et au sommeil, ce qui s'inscrit complètement dans la culture du hygge au Danemark et du lagom en Suède, qui sont vraiment centrés sur l'équilibre et la sérénité quotidienne. Un environnement ordonné réduit la charge mentale, facilite l'endormissement et améliore la qualité du sommeil, car le cerveau perçoit l'espace comme sécurisé et maîtrisé, ce qui diminue le stress et le niveau de cortisol avant la nuit. A l'inverse, le désordre visuel agit comme un stimulus cognitif permanent. Il maintient l'attention en alerte, prolonge les ruminations mentales et est associé à une sensation de fatigue dès le réveil, puisque la journée commence dans un environnement qui est perçu comme inachevé ou encore oppressant. Ranger le soir crée aussi un effet psychologique de boucle fermée. On va le mettre à table ? Oui ? Allez. Les tâches sont mentalement terminées, ce qui favorise un sentiment de contrôle et de satisfaction personnelle avant le sommeil. Et si chaque chose a sa place et qu'elle y a été remise après avoir été utilisée, le rangement du soir ne prend pas vraiment plus d'1 quart d'heure. Chez nous, les enfants rangent leur salle de bain après leur passage, ils débarrassent et nettoient la table après le dîner, et le rangement général de la maison et de leur chambre doit être fait avant de passer à table. La réalité, c'est qu'il ne reste généralement pas grand-chose à faire le soir lorsque la majorité est faite naturellement au cours de la journée. Cela dit, et c'est quand même important de le préciser, ma bête noire personnelle, c'est vraiment la vaisselle. Mais démarrer la journée le lendemain matin avec une maison ordonnée, une cuisine propre et un évier vide fait une énorme différence.
Et ça, je l'avais découvert lorsque je m'étais renseignée beaucoup à l'époque sur la méthode Fly Lady. Chaque jour, on s'occupait d'une partie de la maison, mais s'il y avait quelque chose qui revenait en permanence, c'était que tous les soirs, on devait aller se coucher avec une cuisine rangée et un évier propre. Donc j'essaie vraiment de ne pas aller me coucher avant que l'un d'entre nous ait lancé le lave-vaisselle et lavé ce qui reste dans l'évier. Aller se coucher. À moi. Tu vas chercher papa ? La 8e habitude est vraiment importante à mes yeux parce qu'elle permet à tout le monde de prendre ses responsabilités et sa place au sein de la vie dans la maison. En effet, il s'agit d'impliquer chaque personne qui vit dans la maison. Dans les pays nordiques comme au Japon, les enfants participent réellement et très tôt au rangement et à l'entretien de la maison. Et c'est pas anecdotique, c'est vraiment une norme éducative qui est documentée et qui est intégrée à la culture et même parfois à l'école. Au Japon, d'ailleurs, il est courant que les enfants rangent leurs affaires personnelles dès la maternelle, aident à nettoyer, que ce soit le balai, l'essuyage, le tri, participent à des tâches simples comme mettre la table, plier le linge. Et en fait, c'est perçu comme une responsabilité normale, une étape de l'apprentissage de l'autonomie et un respect aussi du groupe familial. D'ailleurs, ça peut paraître fou, mais le personnel de ménage dédié est très rare dans les écoles japonaises. Les salles de classe, les couloirs, les toilettes ou encore la cour d'école, la majorité du nettoyage est effectuée quotidiennement par les élèves eux-mêmes. C'est une pratique qui est appelée le soji. Une tradition éducative qui vise à inculquer la responsabilité, le respect et l'humilité dès le primaire, incluant le balayage, la serpillière et le nettoyage des toilettes. Allez, tu vas t'habiller, te laver les dents, la bouche ? Dans les pays nordiques, la Suède, le Danemark ou la Norvège, à la maison, les enfants participent aussi très tôt au rangement de leur chambre, la vaisselle, à l'aide au ménage léger ou la gestion de leurs affaires comme le sac, les vêtements, les jouets. L'objectif n'est pas la performance, mais plutôt développer l'autonomie, comme pour les Japonais, mais aussi l'égalité, c'est-à-dire que personne ne sert les autres, et la responsabilité individuelle. Les parents de culture nordique considèrent que savoir entretenir son espace, c'est vraiment une compétence de base, et que l'enfant est un membre à part entière du foyer. Alors bien évidemment, il ne fait pas les mêmes choses que les parents, mais il participe simplement à l'intégralité de la vie de la famille. L'habitude numéro 9 nous vient tout droit du Japon à nouveau. Il s'agit de ne jamais porter de chaussures dans la maison. Ce concept est primordial dans de nombreux pays asiatiques comme le Japon, la Corée ou encore la Chine. Dis donc Céleste, il n'y a pas un petit souci avec les chaussures dans la maison là ? Non. Si ? Est-ce qu'on garde les chaussures dans la maison ? Non. Ben non, en effet. Tu les enlèves ? S'il te plaît ? Tu les enlèves avec Timothy ? Non. Ben si. Alors. Oui, c'est à toi, mais tu vas quand même les enlever. Voilà, super. Non, ça me fait comme un grand toit. Mais oui. Retirer ses chaussures représente une séparation vraiment symbolique très forte entre l'extérieur et l'intérieur. C'est très simple. Le monde extérieur reste à l'extérieur. Et oui, tu sais où ça va, coquinou, hein ? Dans beaucoup de cultures asiatiques, la maison est considérée comme un espace protégé, un lieu familial et intime et parfois spirituel. Les chaussures sont associées à la rue, au travail, au monde extérieur. Et les enlever marque en fait une sorte de transition mentale et sociale. On fait véritablement la distinction entre les deux. D'ailleurs, au Japon, le genkan, qui signifie l'entrée, est conçu spécifiquement pour enlever ses chaussures. Mettre ses chaussures dans une maison est vraiment considéré comme quelque chose d'impoli, voire d'irrespectueux. Papa. Tu vas boire dedans ? Elles sont à qui ces chaussures ? Papa. Non. À qui ? Titi. Ah oui, à Titi, hein. Est-ce que c'est celle-là que tu dois mettre ? C'est ça que tu dois mettre ? Non, hein. Non, c'est beaucoup trop grand. J'arrive pas personnellement à me rappeler à partir de quel moment on n'est plus du tout rentré avec les chaussures chez nous. Mais je crois que déjà lorsqu'on habitait en France, donc il y a vraiment
très 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 longtemps, on ne rentrait pas avec les chaussures dans la maison. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a emménagé dans Liberty, il était impensable de faire rentrer la saleté à l'intérieur. C'était tout petit, on n'avait pas beaucoup de place, donc toutes les sources potentielles de saleté qui pouvaient rentrer et donc limiter le ménage étaient plus que les bienvenues. Et au final, on a beau ne plus du tout vivre dans Liberty et avoir une bien plus grande maison, on ne rentre jamais avec les chaussures dans la maison. Oh là 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 là, je suis tellement contente. Ça te fait rire, ça te plaît? C'est trop mignon. On dirait un petit bonhomme avec ses deux jambes. La 10e habitude, et qui est peut-être la plus difficile à mes yeux, très honnêtement, c'est le fait de ne pas avoir de « ça servira peut-être ». J'ai été pendant très longtemps une adepte de « non mais on garde parce que c'est quasiment certain, on va s'en servir à un moment donné ». La réalité, c'est que ça ne sert jamais. Honnêtement, je crois que je tiens ça de mon papa. Mais bon, je me soigne et comme je n'ai pas totalement réussi à me défaire de cette mauvaise habitude, j'ai mis en place quelque chose dans la maison qui, je pense, pourra peut-être aider grand nombre d'entre vous si vous avez le même souci que moi. J'ai dans le garde-manger un panier dans lequel je stocke toutes ces petites choses. Il est certes bien rempli, mais il ne s'agit que d'un seul panier et il n'y en aura pas d'autres. Bon, il y a 2 paniers, mais en fait, c'est parce que dans celui-là, c'est que les toutes petites choses, mais parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment plus gros, vraiment des grosses pièces. Là, si je prends ça, par exemple, c'est le pied, l'autre pied de la caméra vidéo de la chambre de Céleste, le babyphone de chez Kubo AI, et du coup, je le garde là. Je mets aussi les notices. Hop. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Je me suis rendu compte qu'il est vrai que je vais régulièrement chercher des petites choses à l'intérieur. Par exemple, j'achète une tringle de rideau, j'ai plus de vis et j'ai pas forcément envie d'aller les mettre au garage, dans les tiroirs de Seb, aux tailles bien spécifiques de vis, etc. C'est pas mon endroit, j'y range pas mes affaires, mais je les mets au contraire dans ce panier. Et dans les faits, j'y vais quand même de temps en temps. Ça m'arrive aussi de faire un tri, parce que des fois, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup trop de doublons à l'intérieur. Dans ce cas-là, j'en supprime et on donne autour de moi, parce que je sais que je vais pas les utiliser, j'en ai beaucoup trop. Mais au moins, ma manie du ça servira peut-être n'est limitée qu'à un seul panier. Ceci pour la machine à laver. Une fois, ça a déjà sauté, donc on en a un d'avance. Et puis dans celui-là, c'est vraiment que des petites merdouilles qu'on a récupérées à droite, à gauche, qui servent parfois. Donc elles sont stockées là. Mais quand c'est vraiment des choses bien précises, par exemple, ça on en a pas mal. Mais c'est parce que j'ai prévu de faire des choses avec pour le garde-manger. Donc comme c'était par lot de 2, en fait j'en ai acheté plusieurs, je crois qu'on doit en avoir 8 au total. Des choses comme ça, 1, 2, 4, 6. Et ça c'est décroché aussi, mais pour des choses différentes. Donc voilà. Ça. Bon, vu qu'on est dans le thème des habitudes, Seb a commandé ce bouquin. C'est la version française de Atomic Habits, qui est vraiment un bouquin qui a fait un carton à l'international. Si vous avez l'occasion de pouvoir le lire, je pense que ça pourrait vous plaire. Ça n'a rien à voir avec les habitudes japonaises ou nordiques, mais vu qu'on est dans le thème des habitudes, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à commenter habitudes. Il y avait un 11e point dont j'avais envie de vous parler et qui n'est pas nécessairement lié aux cultures scandinaves ou japonaises, mais qui me semble vraiment importante, alors je l'ai gardé pour la fin. Malgré tout ce qu'on vient de voir, tout n'a pas besoin d'être parfait pour qu'on y trouve du bien-être. On a tous des besoins et des niveaux différents, ce qui fait que mes besoins personnels ne sont pas les mêmes que mon voisin et qu'il y a autant de niveaux de bien-être et d'exigences personnelles qu'il n'y a de personnes qui regardent cette vidéo.
On a pendant longtemps vécu dans une maison en travaux. Il nous aurait fallu 5 ans pour finir les travaux de la maison et tout n'est pas encore terminé. Sébastien a travaillé super fort sur les portes de placard ces dernières semaines pour pouvoir terminer celle de la cuisine. Mais malgré le fait que je n'ai pas eu de porte pendant de nombreuses années, chaque chose avait une place définie et ça ne me dérangeait pas du tout de voir l'intérieur de mes placards avec ce qu'il y a dedans, car mes placards respirent et sont toujours rangés grâce au fait que chaque chose ait sa place et n'en change pas. L'essentiel, c'est vraiment d'arriver à trouver ce qui nous correspond à chacun. Et cette vidéo n'est absolument pas là pour dire comment il faut faire, mais plutôt pour donner des pistes et vous partager les choses qui, moi, personnellement, et nous ont aidés à avoir l'équilibre que l'on a aujourd'hui et dans lequel on se sente vraiment bien. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout suivre, ça ne veut pas dire que l'on ait besoin d'être d'accord avec tout. On peut même être d'accord avec rien. L'essentiel, c'est qu'on se sente bien chez soi et qu'on ait trouvé son propre équilibre. Parce qu'une fois qu'on l'a, on se rend compte vraiment de combien c'est précieux. Et moi, toutes ces choses-là, il m'a fallu 15 ans pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les appliquer à ma vie. Et honnêtement, j'aurais aimé avoir un retour d'expérience plus tôt par rapport à tout ça. Quelque chose qui vraiment synthétise sans avoir besoin de piocher à droite à gauche pendant plus d'une décennie et demie. Alors que l'on soit bien d'accord, je ne dis pas que tout ceci régit non plus notre quotidien. Mais avec les années, on l'a progressivement et naturellement intégré à notre vie de famille. Ça ne rend pas la maison parfaitement propre et rangée en permanence, mais ça permet de ne pas y passer non plus de temps que nécessaire. Ça permet aussi de s'accorder des moments précieux pour faire ce que l'on aime vraiment, que ce soit être en famille, jouer avec les enfants, jardiner, lire un bon bouquin ou travailler le bois par exemple. Et puis, le temps m'a aussi montré que cela me permet de moins subir les imprévus. Si je prends l'exemple très frais de ce lundi, j'avais un agenda relativement rempli honnêtement. Mais il est clair que la vie en avait un autre pour moi. La dame qui m'aide à la maison et avec Céleste n'est pas venue travailler. Le cours de Timothy avec sa préceptrice a été annulé à la dernière minute. J'ai dû faire des copies et des attestations de dernière minute aussi avec une imprimante capricieuse pendant que des amis nous ont déposé leur adorable chienne à la maison pour la journée car ils devaient s'absenter. Et alors que je n'avais même pas encore eu le temps de boire un verre d'eau, j'ai une autre amie qui m'a appelée en catastrophe pour une urgence. Pour couronner le tout, Sébastien avait vraiment beaucoup de boulot et avait commencé à travailler super tôt le matin même. J'ai donc changé Céleste en vitesse, enfilé les premiers habits qui traînaient et suis partie. Quand je suis rentrée à la maison, en milieu de journée, je n'avais rien fait dans la maison depuis la veille au soir. Mais comme la maison est toujours relativement rangée, et que les enfants comme Seb, une fois qu'ils avaient fini de déjeuner, ont mis leurs affaires au lave-vaisselle et nettoyé la table, eh bien à mon retour, j'ai simplement lancé un plat de pâtes pour accompagner le poulet que j'avais acheté à l'arrache sur la route, et au final, tout roulait malgré mon départ précipité et mon absence de toute la matinée. J'ai simplement mis au sèche-linge le linge qui avait tourné le dimanche soir, et que j'avais pas eu le temps de mettre à sécher avant de partir, et puis voilà. J'espère que cette vidéo, quelque peu différente, vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous apporter des idées. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut plaire ou aider. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des choses parmi ces habitudes que vous faites vous aussi chez vous. Et d'ailleurs, si vous en avez d'autres. J'aime beaucoup vous lire et les commentaires aident grandement à ce que YouTube mette ou non en avant nos contenus. Alors merci d'avance pour votre aide, à très vite en commentaire et à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Now my brain's dead weight like that. Lost my keys, but don't give a shit. 'Cause tonight I can sleep while you sleep. From the kid up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me. On top of it all, I am yours, do what you want with me, but don't let me go. You make me feel so unreal. Na, 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 na. You make me feel so unreal. Na, 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 na. We can live a dream. We can be so unreal. Living in high.